qu'est-ce que justement, toi, tu vois, parce que tu en formes des femmes qui rentrent dans les conseils d'administration, Oui. puis c'est des gros conseils d'administration. Oui. Qu'est-ce que les femmes ou les minorités, tu sais, on s'entend, ça apporte quoi, selon toi? Alors, écoute, je pense que toutes les questions de pourquoi il faut plus de femmes, pourquoi il faut plus de personnes issues de la minorité, ça a été réglé. Cette question-là, depuis un bon bout de temps, il y a eu tellement de rapports de recherche, que ce soit McKinsey et compagnie, Accenture, Mercer, Willis Towers Watson, plein d'autres, qui ont vraiment démontré hors de tout doute que la présence de personnes qui sont issues de milieux différents, qui ont fait des études différentes, qui ont des parcours différents, et bon, évidemment, que ce soit aussi une différence au niveau du genre, au niveau du parcours académique, au niveau de l'orientation sexuelle, etc. Tout ça fait que quand on a des personnes différentes autour d'une table, on va avoir des perspectives différentes, des points de vue différents, et donc on va atteindre une prise de décision plus robuste, on va avoir plus d'idées riches pour arriver à une réelle innovation, et c'est comme ça qu'on va pouvoir pénétrer de nouveaux marchés, lancer de nouveaux produits ou services, etc. Donc, ça va avoir un impact positif sur la performance financière d'une entreprise, c'est hors de tout doute. Toutes les recherches le démontrent, et il y a vraiment des statistiques qui sont très claires. Après ça, la question du comment. Comment on fait pour atteindre ces objectifs-là? Et c'est beaucoup plus ça, les questions sur lesquelles on travaille de manière acharnée à la gouvernance au féminin depuis maintenant 13 ans, bientôt 14. Et un des éléments, par exemple, en offrant de la formation en gouvernance pour les femmes qui souhaitent siéger dans des conseils d'administration, et on ne parle pas d'OBNL, parce que les OBNL, mais les femmes dominent. Parce que quand on ne paye pas, ben, évidemment, les femmes sont toujours en haut de la liste, et les hommes, eux, décident plutôt de se réserver pour des conseils d'administration qui vont les payer, bien qu'ils soient aussi très nombreux dans des CA d'OBNL, mais ils vont choisir avec parcimonie. Ça va être des CA d'OBNL influents, où souvent ils vont se retrouver avec un réseau qui va leur être utile, où ils vont apprécier de pouvoir partager leur temps avec il va toujours y avoir des personnalités influentes qui vont tourner autour de certaines organisations. Mais les femmes, elles, vont plus difficilement tirer leur épingle du jeu lorsqu'il s'agit de siéger dans des conseils d'administration de sociétés cotées en bourse ou d'entreprises privées, etc. Alors, en les outillant avec de la formation en gouvernance, même si elles ont tout ce qu'il faut pour réussir par ailleurs, par rapport à un homme, souvent elles sentent que de rajouter ça à leur CV et à leur, disons, trousse à outils, ben, ça leur donne la confiance et le pouvoir de vraiment dire oui, je suis prête pour un conseil d'administration, même si souvent elles étaient prêtes avant même cette formation-là, mais ça renforce des connaissances et ça en approfondit d'autres. Quelles sont les compétences que tu développes justement pour dire, OK, go, allez-y, vous êtes prête là maintenant? Moi, je pense que c'est important lorsqu'on est dans le monde corporatif, qu'on est dans une entreprise et qu'on aspire à siéger dans des conseils d'administration, d'avoir une vue très holistique de ce que l'entreprise a à offrir, de s'assurer d'avoir un rôle de gestion de ce qu'on appelle P&L, c'est-à-dire Profit and Loss, pour pouvoir vraiment dire que je suis prête à siéger un conseil d'administration. Traditionnellement, on cherchait des PDG. Il fallait être PDG de quelque chose pour pouvoir siéger dans un CA. Avec à peine, ou même pas, je te dirais même 5% de femmes PDG dans le FP500, dans les 500 plus grosses entreprises au Canada, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, si vraiment on garde ces critères. Voilà, exactement. Mais si une femme a pu gérer une entreprise qui n'est sans être forcément la PDG, moi j'ai géré des PNL pendant 9 ans avant d'être à temps plein PDG de la gouvernance au féminin. Et ça t'apporte vraiment une vision qui est très importante à un conseil d'administration parce que tu as touché à tout. Le volet financier, le volet juridique, le volet stratégique, comment est-ce qu'on fait pour augmenter les revenus, diminuer les dépenses, augmenter les bidas, des choses vraiment de base, mais aussi aller plus loin dans des formations qui vont nous permettre de mieux comprendre mais toutes
les exigences de demain, enfin d'aujourd'hui pour beaucoup, mais on va dire notre avenir, tout ce qui est le virage numérique, l'intelligence artificielle, les bitcoins, la cybersécurité. Moi, j'ai une fille avocate en cybersécurité. Si on parle d'avenir, eh ben, il est là. Oui. Puis, toi, pour faire ta place que tu as fait, oui. C'est quoi les choses que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir arriver là où tu es? Alors, tu l'as cité en début d'entrevue, j'ai eu un parcours personnel, un parcours d'enfance et de jeunesse plutôt chaotique en grandissant dans la guerre civile du Liban. Et je me suis retrouvée seule à Paris, sans parents, sans argent, à l'âge de 17 ans. Mais avec l'amour inconditionnel de mes parents qui m'a quand même beaucoup renforcée au niveau de ma confiance en moi. Ma mère me disait toujours « Tu es un petit génie, Carolinette », c'est comme ça qu'elle m'appelait. Il ne faut pas sous-estimer ce que ça peut apporter à un enfant d'avoir vraiment ce sentiment d'être invincible. Et je crois que j'ai eu ce sentiment-là quand mes parents m'ont dit « Tu vas te débrouiller, ça va aller ». Dans une ville comme Paris, où trouver un appartement, c'est quasiment impossible et où j'ai réussi à convaincre un propriétaire sans avoir de fiche de paye, en travaillant comme babysitter et en vendant des vêtements dans une boutique au Halles et puis en étant étudiante en même temps, réussir à convaincre quelqu'un à me louer un logement. Bon, certes, j'ai commencé dans une chambre de bonne sous les toits de Paris, rien de très glorieux, mais même pour ça, à Paris, il y a la queue pour réussir à avoir un logement. Donc, je te dirais que j'ai très rapidement été amenée à dépasser mes peurs, à user de mon influence, même à l'âge de 17 ans, de réussir à convaincre quelqu'un, de lui démontrer mon authenticité, ma sincérité, et puis aussi mon énergie, ma passion, et le fait que je suis convaincue que je vais y arriver d'une manière ou d'une autre, à un tel point que la personne en face se dit j'y crois. J'ai pas le choix de dire oui. J'y crois vraiment. Et c'est pour ça que souvent, moi j'ai passé plus d'une décennie dans le domaine de la gestion de carrière et quand je coachais des femmes ou des hommes qui étaient pour la plupart des VP exécutifs ou des PDG qui avaient perdu leur emploi et qui devaient donc retourner vers le monde des entrevues, de dire mais si tu arrives hésitante ou hésitant, tu l'auras pas parce que ta compétition va arriver très, très sûre d'elle et là, il n'y aura pas photo et tu n'auras pas cette opportunité. Donc, je pense que ma confiance en moi, je pense que mon courage et que ma résilience sont des facteurs clés. Mais ça, c'est sûr qu'il y a certains éléments de ça qui sont innés. C'est une personnalité, c'est aussi un parcours de vie. Mais il y a des choses qui peuvent se développer. Ça, j'y crois foncièrement. On ne peut pas dire « Ah, moi, je ne l'ai pas, donc je ne l'aurai jamais ». C'est faux. Non. C'est faux. Il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller. Après ça, je te dirais qu'arrivée au Canada, j'avais une telle conviction que c'était un monde où il n'y avait pas de bien conscient, où il n'y avait pas de préjugés, où on pouvait, si on était déterminé, y arriver, etc. J'ai vraiment foncé comme un bulldozer, mais... élégant. J'ai foncé et j'ai progressé très rapidement. Il y a même eu un article et une entrevue vidéo il y a, peut-être une dizaine d'années, je pense que c'était en 2012, du journal Les Affaires. Et le titre, c'était « Caroline Coetzee, le cran de gravir les échelons ». Et moi, à l'époque, ça me surprenait qu'on pense ça de moi. Je me disais, mais je pensais que tout le monde avait ce cran-là et je me suis rendu compte assez rapidement et c'est pour ça que j'ai créé la gouvernance au féminin. Je me suis rendu compte que beaucoup de femmes manquaient de confiance en elles, qu'elles étaient trop souvent aux prises avec le syndrome de l'imposteur. J'ai d'ailleurs fait des formations pour LinkedIn Learning sur le syndrome de l'imposteur. Plus de 60 000 personnes ont suivi cette formation en à peine quelques mois. J'ai fait un TEDx sur la résilience qui, lui, mon Dieu, je pense que c'est 150 000 vues. C'est des thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur et dont je parle avec, je pense, beaucoup de conviction et de passion. Et mon but, c'est vraiment de partager mes connaissances pour que le plus de gens possible réalisent que tout est à la portée de n'importe qui. Mais ce qui, je pense, a été le secret de ma réussite
le principal secret de ma réussite, c'est mes compétences en développement des affaires. Et pour réussir en développement des affaires, il faut avoir un certain nombre de qualités, de réseautage, de talent de négociation, etc., qui sont souvent, et je ne veux pas mettre tout le monde dans la même catégorie, loin de moi, cette idée-là, mais souvent les hommes vont le faire plus naturellement que les femmes. Ou on s'attend à ce qu'ils le fassent plus naturellement, je pense aussi. Oui. Et on les prédispose déjà.